Est-ce que vous êtes au courant du statut du français dans les provinces de l'Ouest? Est-ce que le français est une langue officielle en Saskatchewan? J'en ai certains qui disent non. Pourquoi? Mais vous savez qu'à un moment donné, la Saskatchewan et l'Alberta étaient des provinces bilingues. Et en fait, en 1877, il y avait une loi, quand la Saskatchewan et l'Alberta étaient les territoires du Nord-Ouest, il y avait une loi qui disait que la législature, les tribunaux devaient être bilingues, devaient fonctionner dans les deux langues. Et aussi, ça a été rapporté dans les deux provinces, quand les deux provinces ont été fondées en 1905. Le bilinguisme était encore opérant dans les deux provinces, jusqu'à l'année 1988, suite à l'arrêt Mercure. Et l'arrêt Mercure était une décision de la Cour suprême du Canada, suite à une cause qui a été lancée par un prêtre ici en Saskatchewan, André Mercure, qui refusait de payer une contravention de vitesse qu'il a reçue en 1980. Apparemment, le père Mercure avait une certaine réputation de faire des excès de vitesse, surtout devant les stations de police et tout ça. En tout cas, donc, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est aussi le titre de mes recherches doctorales et de ma dissertation. Ça s'appelle God Save the Queen and Damn the French, conflit politique et bilinguisme dans l'Ouest canadien, 1975 à 2013. Le placard ici que vous voyez, c'est quelque chose qui a été érigé en 1983 à Winnipeg. Hein? Au début des années 80, suite à l'arrêt Forêt en 1979, le Manitoba a vécu une controverse sur le bilinguisme qui était très profonde puis très difficile. Ça a déclenché une crise politique qui a presque, dans le fond, ça a presque arrêté le travail du gouvernement provincial. Donc, je vous donne deux citations qui motivent, qui expliquent un peu les buts, les principes de la recherche que je fais. La première est sur le travail du mémoire et pourquoi est-ce qu'on fait l'histoire. Quelle est la fonction d'écrire et d'aller puiser dans le passé des principes, des événements, des personnages et des luttes, OK? Il faut qu'on ait une certaine connaissance de l'histoire parce que sans ça, on ne sait pas qui ce qu'on est. Faire l'histoire, c'est un travail d'identité, hein? C'est un travail de culture. On comprend l'histoire différemment au Canada français qu'on le comprend au Canada anglais. Et la deuxième citation que je vous donne, c'est une citation de Gerald Friesen, qui est un historien de l'Ouest canadien très célèbre, qui parlait dans un essai de comment toutes les cultures de l'Ouest, qui n'étaient pas des cultures anglophones ou britanniques, vivaient une certaine assimilation linguistique. OK? Ça vous va? Donc, très rapidement, je vais aujourd'hui parler un peu de mon projet, je l'ai introduit. La perspective historiographique de mes recherches. L'historiographie, c'est l'histoire de l'histoire. C'est-à-dire, on analyse les textes historiques, les choses que les historiens écrivent, afin de comprendre pourquoi ils ont dit telle ou telle chose au sujet d'un tel ou tel sujet historique. Ça vous va? Donc, la première chose qu'il faut constater dans l'histoire de l'Ouest canadien, mais aussi dans l'histoire canadienne plus générale, l'écriture de l'histoire canadienne, c'est une différence profonde de perspective entre les anglophones et les francophones. Et je dis ça au sens très large. Quand je dis francophone, j'inclus les Québécois, les Acadiens, les francophones de l'Ouest. Mais aujourd'hui, la majorité de l'histoire qui est produite en français dans ce pays est produite par des historiens québécois qui s'intéressent très, très peu à l'Ouest et aux francophones de l'Ouest.
Tandis que pour les anglophones, on a tendance à construire la région de l'Ouest comme étant quelque chose qui était exclusivement anglophone. On oublie l'apport historique des Métis et des francophones à la création de la région. Malgré qu'on sait que les premières institutions francophones dans l'Ouest qui ont été établies à la Rivière-Rouge au Manitoba ont été fondées par les francophones en 1812. C'est la fondation de Saint-Boniface, Collège universitaire Saint-Boniface, et aussi la mission de Saint-Boniface. Les Québécois, les historiens québécois généralement ont tendance à voir cette histoire, surtout l'Ouest, comme étant une grande cause, mais c'est une cause perdue, dans le fond. Dans l'historiographie, j'ai identifié 3 grandes tendances qu'on voit, qu'on a dans les analyses de l'histoire du français et le statut du français dans l'Ouest. La première met l'accent surtout sur le droit et sur la législation. C'est pas une trame qui est très intéressante à lire. On met surtout l'accent sur comment le bilinguisme a été soit abrogé ou établi au fur et à mesure des années. Le deuxième trame a tendance de réduire le français dans l'Ouest aux débats nationaux sur la Confédération, sur le Québec. Okay? On a plutôt tendance à ignorer ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire que c'est plutôt ce qu'on appelle top-down history, histoire politique, plutôt que de l'histoire sociale. Le troisième trame d'histoire, c'est une trame qui est plutôt, je dirais pas anecdotique, mais c'est quelque chose qui met plutôt l'accent sur l'anecdote. Hein? Sur la période de l'établissement des communautés francophones entre 1880 et 1930. C'est la période classique du peuplement de l'Ouest canadien. Les œuvres classiques de ce premier groupement de récits historiques, le premier, c'est un livre qui est très bien connu qui s'appelle The Law of Languages in Canada. Et ce livre a été publié dans le cadre de la commission Laurando-Dunton sur le bilinguisme et biculturalisme au Canada. Et c'est dans ce livre et aussi le livre l'article de Herbert Marks. J'ai mis son nom premier pour que vous ne pensiez pas que, évidemment, on parlait de notre ami Karl Marx. Ces 2 auteurs-là ont été des premiers auteurs au Canada anglais à supposer que le bilinguisme était encore opérant dans l'Ouest, sur le plan constitutionnel et législatif. Un autre article de Ken Monroe, Bilingualism in Alberta, disait la même chose. Et finalement, un livre qui est très bien connu par Jacqueline Blais, l'article 23, ça parle des péripéties législatives et juridiques du bilinguisme au Manitoba. Il y a aussi, évidemment, si vous travaillez dans la Françaiscoisie, il y a le travail de Wilfrid Denis. Wilfrid Denis est un sociologue qui est très bien connu ici dans la province, mais partout au Canada. Et sur le plan international, il travaille dans le domaine des relations entre les différentes cultures et groupes sociaux, surtout les ethnicités et les groupes ethniques minoritaires. Le deuxième trame d'historiographie en est une qui est plutôt anti-francophone. On parle de Donald Creighton, c'est lui qui est probablement responsable d'avoir établi cette idée très profonde que l'Ouest est une région unilingue. Creighton est un historien très bien connu dans le Canada anglais. C'est lui qui a écrit la biographie de John A. Macdonald, par exemple. Et dans Macdonald Confederation and the West, Creighton constate que le bilinguisme ne devrait pas exister. C'est un genre d'accident historique qui a été imposé par Louis Riel et les Métis.
Finalement, il y a beaucoup d'histoires provinciales des différentes communautés dans l'Ouest. Je ne vais pas citer tous, mais il y en a que j'utilise ici. Le livre sur les francophones de la Saskatchewan, ça a été publié en 86, pas 88, de Richard Lapointe et Lucille Tessier. Mais l'analyse finit dans les années 30. Donc, on n'a pas une histoire générale des Franc-Saskois après les années 1930. Le livre Perspectives sur la Saskatchewan française, qui a été publié en 83, c'est la même chose. C'est un bon regroupement d'articles académiques et tout ça, mais le problème, c'est qu'on finit notre analyse surtout en 1930. La période d'après la Deuxième Guerre mondiale n'est pas citée. On n'a pas tendance à mentionner ça. On a aussi le travail de Laurier-Garot. Laurier-Garot est très, très bien connu ici dans la communauté. Il est reconnu, c'est le rédacteur en chef de la revue historique de la Saskatchewan. Et lui est plus ou moins l'historien de la communauté. Il publie beaucoup, mais Laurier met l'accent dans ses travaux surtout sur le catholicisme et l'établissement de la communauté avant les années 1930. Donc, ce que je constate, c'est que je n'ai pas de problème avec ces livres et je n'ai pas de problème avec les perspectives qui ont été emmenées jusqu'à date, sauf évidemment avec les historiens anglophones. Mais on n'a pas de récit qui parle de la période historique de façon générale après les années 1930 pour les francophones de l'Ouest. On a des choses ici et là sur certains thèmes, puis il y a évidemment du travail qui se fait. Mais le problème, c'est qu'il nous manque, à mon avis, quelque chose de général et utilisable, qui serait peut-être utilisable, par exemple, dans les écoles ou pour le public général. Donc, la méthodologie que j'utilise dans mon projet, j'essaie de répondre à 3 questions principales. La première, c'est quels aspects historiques, constitutionnels et politiques sont en question et en litige lorsqu'on parle des conflits politiques au sujet du bilinguisme dans l'Ouest, de 1975 à 2013 ou aujourd'hui. Mon deuxième but, c'est de faire un genre d'analyse de la culture politique de l'Ouest. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans l'Ouest canadien qui fait qu'on s'oppose tellement au bilinguisme puis au français comme langue officielle. Il y a encore aujourd'hui quelque chose, à mon avis, qui explique cette opposition au bilinguisme officiel et cette opposition à la culture francophone. Troisièmement, j'aimerais répondre à cette idée du statut du français dans les communautés francophones et dans la politique provinciale. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'entends dire que moi, je veux voir quelles étaient les stratégies d'activisme dans les communautés francophones, mais aussi dans les communautés anglophones à cette époque-là. Qui étaient les extrémistes anglo-canadiens qui s'opposaient au bilinguisme? Qui étaient les francophones qui menaient ces luttes-là? Quelles étaient les stratégies dans les organismes communautaires pour mobiliser autour des questions du bilinguisme et le statut du français? Le cadre théorique que j'utilise est bon, c'est pas... les historiens, on a tendance à être moins théorique, mais j'utilise cette idée de Gerald Friesen qui a beaucoup écrit sur cette idée de l'Ouest canadien comme une région particulière au Canada. C'est une région qui a évidemment des différences au niveau des provinces, au niveau des réseaux communicatifs, puis politiques, etc., et puis des histoires institutionnelles qui sont différentes. Mais il y a quelque chose qui unit l'Ouest aussi, surtout dans ses réactions aux politiques internationales, des politiques contre Pierre Trudeau et probablement contre le jeune Trudeau, son fils. Donc, l'idée, c'est de cerner l'Ouest, mais aussi de ressortir les différences entre les différentes provinces.
J'utilise aussi les cadres théoriques qui ont été établis par Nelson Wiseman. Wiseman est un politologue à l'Université de Toronto qui a beaucoup écrit sur la culture politique au Canada. Puis Wiseman disait qu'il nous manque des comparaisons entre les différentes régions et entre les différentes provinces sur le plan de la culture politique. L'approche de Wiseman repose sur 4 éléments clés. La première, c'est le succès ou les échecs des mouvements sociopolitiques. Donc, si on n'a pas réussi à faire valoir le bilinguisme comme sur le plan officiel, pourquoi? Si on a réussi à avoir la gestion des écoles, pourquoi? Le deuxième, c'est d'aller puiser dans les croyances et les idéologies politiques. Donc, d'où viennent l'opposition ou l'appui du bilinguisme officiel. Troisième, c'est d'aller voir les significations culturelles et historiques des institutions. Donc, quelles sont les bases et sur quelles idées est-ce qu'on a fondé des institutions? Qu'est-ce qui fait que la législature n'utilise que l'anglais pendant ses déroulements? Hein? Il y a des raisons historiques pour ça. Il y a aussi des raisons idéologiques pour ça. Finalement, et cet aspect est très important pour aller comprendre la militance et l'activisme social des anglophones et des francophones, c'est la socialisation politique sur le plan social, dans la famille, à l'école, dans les médias, dans certains partis politiques et dans d'autres domaines de la sphère sociale. C'est-à-dire, quel est le genre de socialisation politique qui se fait autour de certaines questions liées au bilinguisme? Bon, ça c'est un peu le survol de ce que je fais. Je viens de commencer mon doctorat, donc je viens tout juste de commencer comme d'aller voir dans les archives ce qui se passe et voir certains documents. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse à ces questions. C'est vraiment préliminaire ce que j'essaie de faire. À date, je suis en train de regarder aux documents d'André Mercure qui sont au Saskatchewan Archives Board, aux archives provinciales. Et aussi, je regarde aux documents des orangistes qui étaient ceux qui s'opposaient au bilinguisme. Les documents de Grant Devine, qui était premier ministre en 88, quand la Saskatchewan a décidé de se déclarer unilingue. So, j'essaie de balancer des documents très politiques, comme les papiers de Devine, avec des choses plus sociales ou plus communautaires, comme les choses d'André Mercure. Comme j'ai dit, le but principal, c'est de comprendre cette dynamique contemporaine et de dire comment ça se fait-il qu'on est rendu ici où ce qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'on peut trouver des réponses dans cette période récente de l'histoire, franco-saskoise et franco-albertaine et franco-manitobaine. Donc, merci. On demandait pourquoi le gouvernement de Devine avait choisi en 88 d'abroger le bilinguisme officiel. En fait, c'est une histoire qui est pas mal compliquée, mais le monde était pas mal choqué en 88 quand la Cour suprême a dit que la Saskatchewan était bilingue. Parce que pendant très longtemps, la législature ne fonctionnait qu'en anglais, puis tous les signes, etc., la société généralement fonctionnait en anglais, la société publique. On avait très peu de connaissances des communautés franco-saskoises. Et on avait aussi une certaine, moi je dirais, il y a aussi une certaine histoire dans cette province d'abrogation des droits linguistiques des francophones aussi. En 1929, par exemple, le gouvernement de James Anderson, qui a été élu avec l'aide du Ku Klux Klan,
à abroger l'enseignement en français dans les écoles, par exemple. Mais pour revenir à Devine, le bilinguisme officiel et le français n'a jamais été populaire dans l'Ouest. Quand la première loi sur les langues officielles a été adoptée en 1969, la région la plus opposée à cette loi, c'était l'Ouest. Et on parle c'était pas une opposition légère, 50-50%, on parle d'une opposition de 80-75% des gens. Et l'ironie de tout ça, c'est que souvent, c'était des groupes qu'on dit des groupes ethniques, comme des Ukrainiens. Les Ukrainiens menaient la lutte contre le bilinguisme francophone, anglophone dans l'Ouest. Parce que eux autres voyaient ça comme étant un manque de connaissances de reconnaissance de d'autres groupes ethniques, comme les Allemands, les Ukrainiens, qui ont aussi aidé à fonder l'Ouest. Ça, c'est une autre tension aussi qui existe, c'est-à-dire les anglophones, puis les cultures qui ont assimilé à l'anglais, ont tendance à voir les francophones comme juste un autre groupe ethnique dans l'Ouest. C'est-à-dire, ils pensent que les francophones qui demandent des privilèges ou le bilinguisme, c'est du monde qui n'a pas de base historique à leurs revendications. Souvent, je me fais demander si, par exemple, les revendications des francophones dans l'Ouest ont changé depuis 1975 ou jusqu'à aujourd'hui. Dans un sens, oui, les communautés sur le plan social ont beaucoup changé, puis on a vu une évolution, évidemment, avec la francophonie internationale qui fait partie intégrale de ces communautés. Mais en même temps, comme vous dites, la cause Caron, puis cette lutte pour le bilinguisme officiel, ça demeure sur l'agenda politique des francophones et ça demeure quelque chose de très important, comme vous dites. Ça risque peut-être de bouleverser le statu quo linguistique dans les deux provinces. C'est quelque chose que j'espère arrive, évidemment, mais on ne sait pas encore. La cause est devant la Cour d'appel de l'Alberta, puis c'est certain que ça va être entendu par la Cour suprême du Canada aussi. Merci. Bien, c'est ça. Puis, en fait, tu as raison de dire que l'arrêt Mercure, dans un sens, c'était pas un échec pour les francophones. C'est-à-dire qu'on avait donné raison au père Mercure. On a dit la Saskatchewan et l'Alberta sont bilingues, mais que ça n'a jamais été constitutionnalisé. Donc, on avait donné le choix aux deux législatures provinciales, soit de se déclarer unilingue, soit de faire la bonne chose puis se déclarer bilingue. Donc, on a eu une victoire juridique, mais on dirait que c'était un échec politique parce que les deux législatures ont choisi de se déclarer unilingue. Mais ce qui est le fun avec ce projet aussi, c'est tout cet échange qui a eu lieu entre Grant Devine, le premier ministre de l'époque, puis Brian Mulroney, le premier ministre du Canada. C'est que Devine avait promis aussi de traduire certaines lois de la province en français. Et donc, ils ont acheté une compagnie montréalaise qui s'appelle Gigatext pour faire traduire ces lois. Et Gigatext, rappelez-vous que c'est dans les années 80, hein, donc on n'est pas vraiment là au niveau de la technologie, mais Gigatext avait essentiellement promis ce que Google Translator est capable de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que Gigatext disait qu'à l'époque, on peut faire la traduction simultanée des lois, des débats dans la Chambre législative et tout ça. Mais évidemment, tous les experts qui ont examiné cette technologie disaient que c'était une génération trop tôt, même pour essayer de le faire. En tout cas, la compagnie, ça a causé un scandale, puis la résignation de plusieurs ministres du cabinet de Devine, parce qu'en fin du compte, Gigatext n'a jamais traduit une loi. Puis le gouvernement provincial de la Saskatchewan a dû verser continuellement un certain montant d'argent à cette compagnie qui ont été mis dans la poche du propriétaire. Donc, tu vois,
c'est pas juste la question du français, c'est des scandales, c'est la politique provinciale, et ça, c'est une chose que je veux démontrer dans ma dissertation, c'est-à-dire, on n'est pas aux marges de la société. On fait partie de cette région et de ces sociétés provinciales. Et on a eu une influence sur le déroulement de la politique provinciale. Mais on ne peut pas le prouver sans aller aux documents, puis sans aller faire une étude historique là-dessus. Et bon, certains de mes collègues dans le département d'histoire disent que je fais un sujet qui est trop moderne. Ils aimeraient mieux que j'aille puiser plus tôt, tu sais, par exemple dans la fondation de la province. Mais je pense qu'on a besoin d'une étude qui nous aide à bien comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc là, comme parenthèse, je pense que le travail que je fais est très interdisciplinaire à ce niveau-là, entre sociologie, Sciences Po et histoire. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, les gens qui ont lutté pour ces choses dans les années 80, il y en a entre eux qui sont déjà décédés, comme le père Mercure est décédé avant 88, avant que sa cause soit complètement déroulée. Puis aussi des gens comme Gustave Dubois, qui était une figure très importante dans la fondation des écoles francescoises. Gustave, je pense qu'il est décédé du cancer. Donc, c'est pas pour dire que, bon, tout le monde, tout ce monde-là, c'est des vieux, mais quand même, le monde qui faisait partie de cette époque-là, ils ont besoin de commencer à dire et parler de leur histoire. Donc, un des éléments très importants dans la recherche que je fais, c'est des entrevues. Je vais faire des entrevues avec certains membres de la communauté qui ont été impliqués dans ces luttes politiques. Puis je vais aussi essayer de faire des entrevues avec des gens comme Grant Devine. Il est toujours là. Je pense qu'il est redevenu fermier. Donc, s'il veut me parler, évidemment, je vais prendre l'occasion de le faire. Anglophone, francophone. Parce qu'à plusieurs moments clés pendant cette période, on a eu des anglophones qui sont venus à l'aide des francophones dans plusieurs causes. Par exemple, l'arrêt Maillet, qui a été décidé par la Cour suprême en 90, c'est cet arrêt qui a donné le droit aux francophones d'avoir leur propre conseil scolaire. Les avocats, pour les francophones, c'était des anglophones. C'était Ken Chapman au début. Maintenant, Ken Chapman, je pense qu'il est devenu stratégiste pour le Parti conservateur en Alberta, the Progressive Conservative Party. Mais c'était des gens comme lui qui ont pris des causes comme ça au début. Donc, je ne fais pas une dichotomie entre les anglophones et les francophones, parce que quand tu dis anglophone, anyway, tu fais référence à qui? Ça, c'est un des paradoxes qui est intéressant de cette époque-là, parce qu'on a à la fois l'établissement institutionnel de tout un nouveau bilinguisme officiel au niveau fédéral. Puis, tu as des nombres sans précédent d'anglophones qui apprennent le français, puis qui s'intéressent à la culture francophone au Canada. Mais en même temps, on a les législatures provinciales, puis certains groupes qui militent contre le bilinguisme. Donc, moi, je vais essayer certainement de ressortir ça. Ça ne va pas être une histoire simple. En tout cas, ça va être assez compliqué. Oui.